Merci à tous de participer à cette table ronde dont l'intitulé est une question. Quelle dynamique entrepreneuriale en France, à laquelle vous allez tous tenter de répondre. Donc très brièvement, vous êtes tous experts en tant respectivement qu'élus, qu'acteurs de l'écosystème de la création d'entreprises et de son développement, en tant que statisticiens, économistes et chercheurs. Donc je fais un tour de table ronde très rapide. Evelyne Baume, donc vous êtes depuis 2020 vice-présidente déléguée à l'économie, l'emploi, au commerce numérique ainsi qu'aux achats publics à la métropole de Lyon, la deuxième métropole en France, et experte notamment pour cette table des questions de transition, d'impact et de résilience territoriale. Myriam Brouin, qui sera donc en visio, est chef de la division infrastructure et répertoire statistique de l'INSEE. Elle est responsable notamment des statistiques conjoncturelles sur l'entreprise et de l'enquête Ciné, qui nous sera très utile pour les principaux résultats récents. Armelle Martin, vous êtes directrice de l'association Rhône Développement Initiative, membre des réseaux France Active et Initiative France, une association qui est consacrée à l'accompagnement et au financement des entrepreneurs dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et votre expertise nous sera particulièrement utile pour expliquer en particulier la performance relative de la création d'entreprises et de son développement dans ce champ qui est donc l'économie sociale et solidaire. Philippe Mutrici, vous êtes directeur de l'évaluation des études et de la prospective au sein de BPI France, après avoir été notamment conseiller technique en cabinet ministériel et plus récemment directeur général délégué en charge de la stratégie et de la prospective au sein de CDC Entreprises. Donc on sera particulièrement attentif aux derniers résultats de BPI France concernant l'indice entrepreneurial et l'ensemble des travaux qui sont menés dans votre service, relatifs en particulier aux caractéristiques des créateurs et aux politiques d'aide à la création réalisées par BPI France. Alain Tranois, vous êtes professeur agrégé, directeur d'études à l'EHESS, où vous avez dirigé l'IDEP, l'Institut d'économie publique, avant de devenir le directeur du LABEX ex-Marseille School of Economics. Vos domaines de recherche sont principalement l'économie publique, celle des inégalités, de l'égalité des chances. Vous êtes auteur de 110 articles dans des revues à comité de lecture et notamment récemment, vous êtes l'auteur avec Étienne Vasmer du Grand retour de la Terre dans les patrimoines et pourquoi c'est une bonne nouvelle dans l'édition Odile Jacob, et vous avez reçu à ce titre le prix spécial du jury de l'AFSE. Vous êtes lauréat du prix Maurice Allais. On vous entendra en particulier sur les apports récents de la recherche qui permettront de mieux comprendre les déterminants de la création d'entreprises, ainsi que sur le rôle des politiques publiques dans le développement de l'entreprise. Rudy Verlac, vous êtes économiste à l'OCDE, au sein de la direction Sciences de la Technologie et Innovation, et vous vous intéressez en particulier à la dynamique entrepreneuriale via ses effets sur la productivité, l'emploi et au travers notamment l'exploitation de microdonnées dans le cadre des projets Dynamt et Multiprod qui sont assurés par l'OCDE. Donc très brièvement, j'ai fini le tour de table. Très brièvement, de quoi on parle? Donc dynamique entrepreneuriale au sens très simple, c'est l'évolution de la création d'entreprises que l'on peut définir comme le nombre de créations d'entreprises, que l'on peut distinguer selon les formes juridiques, selon les secteurs d'activité. C'est une version très simple de ce que l'on entend par dynamique entrepreneuriale. Les définitions sont multiples. Elles seront présentées notamment par l'INSEE et l'OCDE. Alors pourquoi cette table ronde? Pour différentes raisons. La première, à savoir que d'un point de vue théorique, la création d'entreprise est un moteur de l'emploi, de l'innovation, de la croissance. Et à titre plus récent, les médias parlent évidemment beaucoup de l'évolution de l'entrepreneuriat depuis quelques années, à savoir que selon l'INSEE en 2022, on a plus d'1 million de créations d'entreprises et qu'on aimerait comprendre quels en sont les moteurs, les facteurs, et puis mieux comprendre à la fois les caractéristiques de ces créations d'entreprises et quels en sont les effets, en sachant qu'aujourd'hui, la question de la transition écologique et de la réindustrialisation se pose dans le développement des entreprises créées. Donc je propose que la table ronde s'organise en 2 temps. Une première partie sur les enjeux, les faits,
qui permettront de mieux caractériser la dynamique actuelle. Et le deuxième temps sera consacré aux politiques économiques réalisées aux différents échelons et en particulier territoriales, et comment en particulier réconcilier les objectifs de transition écologique avec ceux de la réindustrialisation. Donc, dans un premier temps, on va écouter Rudy Verlaque de l'OCDE qui nous présentera les travaux récents. Bon, je vais commencer déjà en vous remerciant pour l'invitation. C'est un sujet important. Une petite note d'attention, ma présentation n'engage que moi, pas l'OCDE ou les pays membres, même si évidemment on se base sur les travaux effectués à l'OCDE. On peut déjà s'interroger sur pourquoi on s'intéresse à la dynamique entrepreneuriale. On s'y intéresse parce qu'elle joue un rôle important dans le dynamisme économique en général. Et pour le constater, on peut partir de l'idée du tissu productif. Donc l'économie est composée d'un ensemble d'entreprises qui sont hétérogènes selon une multitude de dimensions, mais globalement, elles produisent des biens et services différents, elles répondent plus ou moins à la demande du marché, et elles le font de manière plus ou moins efficace, en produisant de manière plus ou moins efficace. Ce tissu productif et les entreprises, elles sont soumises à des évolutions permanentes. En premier lieu, parce qu'il y a un cycle de vie des entreprises qui est lié à leur cycle de vie de produits, notamment. Donc les entreprises passent par plusieurs phases, de la naissance à la croissance, la maturité et le déclin. Donc il y a un renouvellement permanent du tissu productif, et les jeunes entreprises, la création d'entreprises vient renouveler ce stock d'entreprises. Mais ils le font, ces jeunes entreprises le font aussi à travers le processus qu'on appelle de destruction créatrice, selon lequel les jeunes entreprises, les nouvelles entreprises, apportent sur le marché des innovations, que ce soit dans les produits ou dans la manière de produire, qui viennent remplacer ou concurrencer les entreprises existantes ou les entreprises sortantes. Évidemment, il y a un rôle aussi d'évolution qui est lié aux crises économiques ou aux évolutions structurelles liées par exemple aux évolutions démographiques, aux changements sectoriels, etc. Donc pour constater le rôle important des jeunes entreprises, un point important, c'est par exemple de regarder la contribution à l'emploi. Donc nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel nos projets portent à l'OCDE. Et ce qu'on observe sur longue période et entre pays, c'est qu'en moyenne, les jeunes entreprises, donc âgées entre 0 et 5 ans, représentent 10 à 20% de l'emploi, mais elles représentent 30 à 50% des créations brutes d'emploi. De plus, les créations d'emplois dans ces entreprises dépassent les destructions, donc elles sont vraiment un moteur de la croissance de l'emploi. Un deuxième rôle important, c'est évidemment celui de l'innovation, comme je l'ai mentionné. Et là, la littérature discute le fait que les jeunes entreprises sont plus susceptibles d'apporter des innovations radicales, de rupture, contrairement à des innovations incrémentales d'amélioration des produits. Donc ces innovations de rupture, elles peuvent jouer un rôle notamment dans des évolutions comme la transition écologique. Donc pour mesurer cette dynamique entrepreneuriale, on voit que c'est un phénomène qui est assez complexe, qui touche à beaucoup de choses. On a besoin d'indicateurs qui sont complémentaires. Donc pour ça, on s'appuie sur des concepts harmonisés et un traitement statistique de données qui est harmonisé pour mesurer ce qu'on appelle la démographie d'entreprise et la dynamique d'entreprise. Donc il y a évidemment tout un panel d'indicateurs, mais là je voudrais en présenter trois familles, disons. Donc le premier, c'est évidemment celui du volume de création. Donc là, on regarde le nombre de créations. Un indicateur habituel, c'est de regarder le nombre de créations rapporté à la population d'entreprises actives. Donc ce qui compte, ce n'est pas simplement le volume de création, mais la capacité de ces entreprises à rester sur le marché et à se développer, à rentrer dans des processus de croissance. Donc on regarde aussi évidemment des indicateurs comme la croissance de l'emploi, etc. Il y a aussi évidemment d'autres indicateurs comme le rôle dans l'innovation, donc à quel point elles sont innovatives, la contribution à la productivité, les dynamiques salariales, etc. Donc si on regarde la situation comparée de la France sur ces trois familles d'indicateurs, donc là on s'intéresse à la période 2015-2020, qui est une période où on a vu vraiment une augmentation du nombre de créations et des dynamiques entrepreneuriales. Et ça succède à une période, disons, plutôt de tendance baissière, en tout cas sur la période 2010-2015. Donc sur cette période récente, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de taux de création,
en comparaison à d'autres pays européens, la France est plutôt dans une position favorable, avec des taux de création environ à 11%. Si on regarde la capacité des entreprises à se maintenir sur le marché, on observe qu'après 3 ans, environ 60% des entreprises sont toujours actives, ce qui place la France plutôt dans la moyenne haute en comparaison à d'autres pays. Là où le tableau est un peu moins favorable, c'est quand on regarde la contribution initiale à l'emploi. Donc ce qu'on sait, c'est que la plupart des créations se font initialement sans salariés. Mais ça semble être plus le cas en France, et ce n'est pas compensé par un processus de croissance rapide sur les années après l'entrée, où là, la France encore se situe plutôt en position relativement défavorable en comparaison internationale. Donc ça, on voit une image un petit peu nuancée de l'entrepreneuriat en France, où on a un volume de création important, mais une contribution, ou en tout cas une croissance qui peut être dans une certaine mesure freinée. Évidemment, il est important de se poser la question de ce qui s'est passé lors de la dernière crise liée à la pandémie, puisqu'on sait que les crises peuvent avoir un effet majeur sur le tissu productif, et en particulier sur les jeunes entreprises. Donc on distingue à peu près 3 mécanismes, 3 types d'effets. Donc le premier, c'est sur le volume de création, où on a pu observer dans des crises précédentes ce qu'on appelle un phénomène de génération manquante, où il y a un déclin du nombre de créations qui crée un trou dans la démographie d'entreprise qui peut affecter l'emploi à long terme, même jusqu'à plus de 10 ans. Donc ça, c'est lors de la dernière crise, on a observé justement l'absence de ce phénomène avec des créations qui ont bien résisté. Il y a plutôt une stagnation, si on regarde en particulier la création de sociétés. Et de manière assez surprenante, on a observé en 2021 un rebond fort des créations, donc ce qui est encore une fois en contraste assez marqué avec la crise de 2008. Et donc là, le rebond observé en France est aussi particulièrement fort en comparaison internationale. Un deuxième effet, c'est celui de la sortie du marché d'entreprises qui sont viables. Donc c'est vrai que les crises peuvent affecter les entreprises, et en particulièrement les entreprises les plus vulnérables, comme les jeunes entreprises. Donc là, ce qu'on a observé, c'est que les interventions des gouvernements ont plutôt aidé les entreprises à résister. Et contrairement à ce qu'on a pu observer en 2008, où il y avait vraiment une explosion du nombre de faillites, là, lors de la dernière crise, il y a eu une diminution du nombre de faillites et qui ont mis du temps à revenir au niveau d'avant-crise. Donc là, ça a plutôt contribué à préserver le tissu productif. Et enfin, un troisième facteur sur lequel, là, il est encore un peu tôt pour se prononcer, mais c'est le fait que les entreprises nées en période de crise peuvent être structurellement différentes des entreprises nées en période d'expansion. Donc ça, il faudra suivre le développement dans les années à venir des entreprises nées sur cette période. Donc au total, ce qui se dessine, c'est encore une fois, que ce soit la période juste avant crise ou la période de crise, une création, un volume de création qui est plutôt positif. Ça intervient dans un contexte international où on observe plutôt sur la longue période un déclin de certaines mesures de dynamisme économique. Donc par exemple, si on regarde en moyenne entre pays et secteurs, la part des jeunes entreprises dans l'emploi total ou les taux de réallocation de l'emploi a plutôt tendance à baisser. Donc ça, on l'associe, c'est en tout cas concomitant à d'autres tendances, comme des phénomènes de concentration ou l'augmentation de certaines mesures de pouvoir de marché des grandes entreprises. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a éventuellement un cadre concurrentiel qui se transforme et qui peut créer certaines barrières à l'emploi ou en tout cas au développement des jeunes entreprises. Donc là, on voit vraiment qu'en termes de politique publique, ce qui est important, c'est de favoriser l'intégration de ces nouvelles entreprises sur le marché, de leur permettre de proposer des conditions qui leur permettent de se développer. Et c'est d'autant plus important qu'on l'a vu, les jeunes entreprises ont un poids particulièrement important dans la création d'emplois, mais aussi pour adresser des défis futurs comme la transition écologique ou l'inclusivité de la croissance. Donc je vais m'arrêter là pour cette première présentation. Merci beaucoup. Moi j'avais une question et en particulier adressée à Philippe Mutrici, qui est que comment ce diagnostic global, comment vous pouvez-vous réconcilier ce diagnostic, donc une situation relativement nuancée pour ce qui concerne la dynamique entrepreneuriale en France, comment vous réconciliez ce diagnostic avec vos propres analyses
qui montre depuis 10 ans un très fort dynamisme entrepreneurial. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. La piste de réconciliation qu'on privilégie à BPI-France, elle tient en une phrase. C'est que la France, au début des années 2000, n'était pas un pays entrepreneurial. C'était un pays qui était caractérisé par un tissu économique qu'on peut dire historique, avec un taux de création d'entreprises à l'époque qui était très faible. Si on se met à cette époque-là, il n'y avait pas d'auto-entrepreneurs. Et le nombre de créations d'entreprises sur la fin des années 90, c'était 170 000, 180 000 par an. Alors aujourd'hui, on est à 1 million. Certes, sur ce million, il y a 660 000 auto-entrepreneurs, mais il y a quand même beaucoup plus de sociétés. Donc la France n'était pas un pays entrepreneurial et elle est en train de le devenir. Et je trouve que dans les tableaux de l'OCDE, ici, on le voit très bien sur un certain nombre de paramètres qui ont été présentés. Et pour être un petit peu plus clair, on utilise aussi un autre indice qui est le Global Entrepreneurship Monitor, qui est un indice qui est fait dans 49 pays, qui est piloté par deux écoles, deux universités anglo-saxonnes et canadiennes, je crois, et auquel la France participe. Et en France, c'est l'université de Montpellier qui réalise le GEM pour la France. Et on va retrouver des chiffres à peu près de même ampleur, c'est-à-dire que si on prend la création d'entreprises, le taux de création d'entreprises par rapport au stock d'entreprises existants, il est très bon, puisqu'on part d'un socle d'entrepreneurs qui est assez faible. Donc avec 1 million de créations par an, forcément, vous avez un très bon taux de création en Europe. Si vous regardez en revanche une autre donnée qui est le nombre d'entrepreneurs rapporté à la population française, ou le nombre d'entreprises matures, de taille significative, là on est en retard. Je pense que vous avez tous entendu parler du manque d'ETI en France, ces fameuses entreprises à taille intermédiaire ou de grosses PME. Donc on est aujourd'hui dans une situation où on voit qu'il y a énormément de petites entreprises et qui se créent avec un dynamisme très fort, mais on n'a pas encore un tissu entrepreneurial très dense et très créateur de valeur et créateur d'emplois. Et donc on retrouve aussi dans les chiffres qui viennent de vous être présentés des mauvais classements sur l'emploi ou la création de valeur. Dans le GEM, pour vous donner, donc le Global Entrepreneur Monitoring, pour vous donner un indicateur très simple, donc il y a 49 pays qui participent, la plupart des pays de l'OCDE, plus quelques pays en voie de développement. Donc on va laisser de côté les pays en voie de développement, mais si on prend sur les 49 pays, si on prend l'indicateur de création d'entreprises récentes, c'est des entreprises de moins de 42 mois d'existence. Là, vous avez 9% de la population française qui déclare être à la tête d'une entreprise créée il y a moins de 42 mois. Donc 9%, c'est quand même pas mal. Mais on est dans ce classement, on est 7e dans les 22 pays industrialisés comparables. Donc c'est plutôt pas mal. Si en revanche on regarde le stock d'entreprises au-delà de 42 mois, on n'est même pas à 3%, là où, et là on est donc 44e sur 49, même et dans les pays comparables, les 22 pays comparables, on est avant-dernier. Donc vous voyez, on a un stock d'entreprises pérennes, de grande taille, très créateur de valeur, qui est encore un peu faible, mais on est dans une période de rattrapage. Et c'est ça la réconciliation, c'est que la France n'était pas un pays d'entrepreneurs et elle est en train de le devenir. Et alors, dernier mot pour ne pas être trop long sur cette première question, mais petit clin d'œil, dans ce classement, il y a Israël. Et Israël, je ne sais pas si vous savez, c'est la Startup Nation dans le monde du capital risque, capital développement, etc. On a aujourd'hui un comportement très similaire en France et en Israël. Les chiffres dans le GEM sont très similaires. Et donc, tout ça pour dire qu'on est vraiment aujourd'hui la Startup Nation, mais on n'est pas encore pour autant un grand pays d'entrepreneuriat. Qui sont les grands pays d'entrepreneuriat? Les États-Unis, quelques pays nordiques, et puis le Royaume-Uni. Merci beaucoup. Donc moi, ce que je propose, c'est que Myriam Brouin de l'INSEE complémente votre analyse sur l'évolution de court terme et sur les caractéristiques des créations d'entreprises, des créateurs d'entreprises en particulier, des entreprises créées. Donc Myriam est en visio. Bonjour. Bonjour.
Parfait, Myriam. Donc, en fait, on souhaiterait là maintenant aller un peu plus loin sur la caractérisation des créations d'entreprises et sur donc en termes de secteur, en termes de statut juridique, et avoir aussi une impression assez précise, des caractéristiques des créateurs d'entreprises et des entreprises créées. Et puis par ailleurs, comme je vous l'avais indiqué, aujourd'hui se pose la question du micro-entrepreneuriat, donc qui est prégnant dans les créations d'entreprises. Et quel rôle a le micro-entrepreneuriat? Est-ce que c'est plus un revenu de complément? Est-ce que c'est un facteur un élément qui permet ensuite de muter en entreprise individuelle dite classique ou société? Et voilà, donc on vous écoute sur ces questions-là. Merci beaucoup. Je commence par dire que je suis heureuse de participer à cette table ronde aujourd'hui. Et je vais vous proposer un tour d'horizon rapide de la création d'entreprises en France, du nombre de créations, de son évolution et du profil des créateurs d'entreprises. Et plusieurs éléments que je vais présenter vont conforter ce qu'ont déjà présenté Rudy Verlac et Philippe Mutrici. Ma présentation sera en 2 grandes parties. Un panorama général de la création d'entreprises en France et un portrait rapide des créateurs d'entreprises en France à partir d'une enquête spécifique sur les nouvelles entreprises. Voilà, donc comme cela a été souligné précédemment, il y a eu un fort développement de la création d'entreprises. En 2000, on en comptait 236 000 en France. Et en 2022, il y en a eu plus d'1 million qui ont été créés. Et comme l'a signalé Philippe Mutrici, là en 2022, 6 sur 10 sont des micro-entrepreneurs. En effet, un des grands événements qui ont boosté la création d'entreprises en France, ça a été la mise en place du régime du micro-entrepreneuriat, au départ appelé auto-entrepreneur, en 2009. Quand on regarde un peu plus précisément par type d'entreprise depuis 10 ans, depuis 2012, on voit que les créations sous le régime du micro-entrepreneuriat, qui est représenté par la courbe verte, ont plus que doublé. Et en particulier, là, on voit une accélération à partir de 2018. 2018, ça a été l'année où les seuils de chiffre d'affaires permettant l'accès au statut de micro-entrepreneur ont été doublés. Donc là, on a eu une croissance forte des micro-entrepreneurs. Et dans le même temps, vous voyez ici, dans la courbe orange, qui représente les entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs, leur croissance marque le pas. Voilà. Et comme cela a été aussi souligné, il y a un dynamisme des créations sous forme de sociétés, qui représente en 2022 comme en 2012 3 créations d'entreprises sur 10. Là également avec des changements sur la forme juridique de ces créations, et où nous avons eu maintenant une majorité des créations de sociétés qui se font sous la forme de sociétés par action simplifiée, alors qu'auparavant, la forme majoritaire était la société à responsabilité limitée. Pour donner un aperçu sur les créations d'entreprises par secteur d'activité, voilà, je vous présente un graphique qui montre les créations d'entreprises en nombre et avec leur répartition par grand secteur d'activité. On voit que les créations les plus nombreuses en volume sont dans les grands secteurs du commerce, transport, hébergement et restauration, ici la barre orange, et également dans les services aux entreprises, qui sont ici la barre bleue. Et en 2022,
Un quart des créations se font dans chacun de ces deux grands secteurs. Là, c'est sur les volumes. Mais sur la dynamique, sur les plus fortes hausses, se sont faites sur des activités de services, dans l'immobilier, la finance et assurance, les services aux entreprises, l'information et la communication, alors que le secteur qui a été le moins dynamique en matière de création d'entreprises est la construction. Et quand on regarde des activités qui sont à la fois dynamiques, qui pèsent, qui contribuent à l'évolution, à la hausse totale, les activités les plus contributrices à cette hausse sont, comme je l'ai indiqué, les services aux entreprises, qui peuvent avoir des types d'activités comme les services de conseil en gestion, mais également le nettoyage courant des bâtiments. Dans le commerce, transport, hébergement et restauration, ce sont surtout les activités de transport qui peuvent regrouper les taxis, les VTC, ce qu'on appelle poste et courrier, mais qui regroupe notamment la livraison à domicile, et également des services au ménage qui regroupent ce qu'on appelle des autres services personnels, qui sont des services aux soins à la personne ou pour le bien-être et la beauté, par exemple. Voilà, un petit mot sur ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire en 2020-2021. Effectivement, Rudy avait souligné combien la position de la France avait été assez différente des autres, peut-être avec une bonne préservation de la dynamique de création d'entreprises. Cela tient beaucoup à l'envol des créations d'entreprises dans certaines activités qui se sont beaucoup développées pendant la crise sanitaire ou pendant les périodes de confinement, comme par exemple les activités de vente à distance, de vente à domicile, et celle de services de poste et courrier qui comprend les services de livraison locale. Voilà. Donc, ici, ces activités sont représentées ici. On voit un grand boom à partir là, du deuxième trimestre 2020, et ensuite un reflux qui démarre au cours de l'année 2021. Donc là, ce type d'activité a contribué à ce que la France continue à créer des entreprises, même au plus fort de la crise sanitaire. Un rapide mot sur la localisation géographique des créations d'entreprises. C'est graphique juste pour signaler que un peu plus d'une nouvelle entreprise sur 4 est localisée en Île-de-France, et l'Île-de-France a un poids majeur sur la création d'entreprises. Mais nous avons ensuite, après, une répartition par les différentes grandes régions ici. Mais l'Île-de-France est la région la plus où se crée le plus d'entreprises, étant donné sa spécificité au niveau de la population et de l'activité. Je vous propose maintenant un rapide portrait des créateurs d'entreprises en France, à partir d'une enquête qui est réalisée, qui est menée par l'INSEE, qui s'appelle l'enquête SINE, Système d'information sur les nouvelles entreprises. Cette enquête interroge tous les 4 ans des créateurs d'entreprises au cours de l'année, puis va les réinterroger 3 ans plus tard et 5 ans plus tard pour en voir le devenir. Les derniers résultats publiés portent sur les créateurs d'entreprises de 2018. Et ce que l'on peut voir, c'est que parmi les créateurs d'entreprises de 2018, 4 sur 10 étaient auparavant salariés du privé ou du public. C'est un peu la forme traditionnelle de la création d'entreprise ou de l'envie d'entrepreneuriat. Ils exprimaient là le souhait d'être, par exemple, leur propre patron. Mais on voit aussi que 3 sur 10 étaient au chômage
depuis moins d'un an ou plus d'un an, ou avec un statut précaire. Et donc là, les motivations vont sans doute être différentes pour lancer une création d'entreprise. Pour mieux cerner le profil de ces créateurs d'entreprises, l'ensemble de leurs réponses a permis de dresser leur profil avec 7 grands types de créateurs d'entreprises. Le plus important en nombre, ce sont les anciens salariés qui vont créer une entreprise classique, donc pas être en statut de micro-entrepreneur. Ces créateurs-là sont d'abord motivés par le désir d'indépendance et la plupart du temps, vont être pour la première fois créateurs d'une entreprise. Et là, nous avons pu comparer ces profils-là avec les créateurs de 2010 et ceux de 2014. Et ce type d'entrepreneur est un peu moins nombreux que dans les cohortes précédentes. Et quel type de créateur d'entreprise a en quelque sorte gagné du terrain? Ce sont en particulier les étudiants et les jeunes diplômés qui sont ici et qui vont créer pour les 3/4, vont choisir le statut de micro-entrepreneur et par ailleurs, par rapport aux autres créateurs, vont avoir un recours assez important aux plateformes numériques de mise en relation pour des activités comme le transport ou le conseil, par exemple. Voilà. Et nous avons aussi ici, vous voyez, une part importante des créateurs d'entreprises qui vont se mettre en statut de micro-entrepreneur et en activité de complément. Un mot sur la pérennité de ces entreprises. Combien sont encore actives 3 ans après leur création? Là aussi, en regardant les entreprises créées au premier semestre 2018. Quand on regarde les entreprises qui sont dites classiques, hors micro-entrepreneurs, on considère que 8 sur 10 sont encore actives en 2021. Et les sociétés un peu plus souvent que les entreprises individuelles. En ce qui concerne les micro-entrepreneurs, l'histoire est assez différente, mais on les regarde aussi avec un œil un peu plus précis. Là, on essaie vraiment de regarder ceux qui ont démarré leur activité au cours des premiers trimestres ayant suivi leur création. Et ce qu'on constate, c'est que 3 sur 10 n'ont jamais démarré leur activité après avoir créé leur entreprise. Et parmi ceux qui ont démarré leur activité, en fait, 3 ans après, un peu moins de la moitié sont encore actifs. Donc, voilà, une pérennité plus assurée lorsque c'est une forme d'entreprise qui n'est pas micro-entrepreneuriale. Et là, des créations qui sont parfois plus éphémères, en fait. Voilà pour ce que je voulais vous indiquer en ce qui concerne à grands traits la création d'entreprises en France depuis 10 ans et quelques mots sur le profil des créateurs d'entreprises. Merci beaucoup. Et donc là, je voulais qu'Emeline Baume et Armelle Martin puissent un peu intervenir sur ces présentations donc factuelles et économiques, à savoir comment ces résultats, à l'échelle de la France et internationaux, sont-ils globalement, est-ce qu'ils sont cohérents avec ce que vous observez, vous, à l'échelle du Grand Lyon, et en particulier, quelles sont les spécificités du Grand Lyon relativement à ce qu'on observe à l'échelle nationale? Et ensuite, la deuxième question, c'est comment le territoire a été, ou pas, résilient aux crises, puisqu'on l'observe encore une fois à un niveau agrégé,
et comment la création d'entreprises donc a été ou pas, et comment impactée par la grande crise 2020, 2021, puis maintenant la crise plutôt géopolitique et inflationniste. Bonjour à chacune et chacun. Moi, je m'exprime depuis le rôle d'élu local en charge, comme vous l'avez dit, de l'économie sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc, les dynamiques qui ont été décrites, et puis sur la présentation de l'INSEE, vous avez l'entrée régionale, donc se vérifie. On est sur un territoire avec en particulier énormément d'étudiantes et d'étudiants qui, depuis toujours, tirent la création d'entreprises. Et ça se tient en fait dans le temps, ça s'inscrit dans le temps, entre guillemets, malgré les crises. Sur le sujet des filières d'activité économique, même dynamique ou même décroissance, c'est-à-dire que ce qu'on observe, je vais le dire avec des mots d'élus et pas des mots d'économistes, c'est une certaine ubérisation quand même de la société, c'est-à-dire ce qui est très joliment décrit comme une envie de créer son propre emploi, d'être autonome et indépendant, se vérifie sur notre territoire urbain dense et répond à un besoin d'une partie des habitantes et des habitants, voilà. Avec tout ce que ça a d'impact en termes de forme de précarité, d'isolement, etc. Et deuxième sujet, on le voit avec le taux de défaillance des entreprises là, à l'heure actuelle sur le territoire, mais qui se vérifie dans tous les territoires urbains, sur la filière d'activité de la construction, où il y a une vraie décélération et une vraie crise. Voilà, faut utiliser les mots justes. Moi, j'ai un avis, mais qui est aussi personnel au regard des politiques publiques qui sont portées ici, mais qui sont portées aussi dans d'autres territoires. C'est-à-dire que, pour faire très simple, l'ensemble des acteurs qui avaient orienté leur offre de services autour de la régénération, de la réhabilitation, de la requalification des actifs productifs, que ce soit du tertiaire, de l'industrie, de la logistique ou du logement, s'y retrouvent. Celles et ceux qui ont comme unique cœur de métier, je vais être très raide, mais la sortie de terre de bâtiments, quels que soient les usages, forcément rencontrent les difficultés du début de la mise en place du zéro artificialisation nette, mais pas que, de l'hyper-difficulté, en fait c'est ça le début, de l'accès au financement. Donc il y a un marché de la construction, je pense que vous le savez tous ici, qui est très compliqué à l'heure actuelle. Je voulais insister sur des éléments, mais c'est normal, puis j'imagine qu'Armelle va y aller franchement, qu'on ne voit pas dans ces grands chiffres, c'est le maintien et la hausse, on va dire ça comme ça, de l'envie d'agir de celles et ceux qui entreprennent sous forme de statut qualifié qu'on met dans la bulle de l'économie sociale et solidaire. Quand je dis le maintien, c'est on est sur un territoire à forte composante mutualiste, mais ça se vérifie dans l'ouest de la France aussi. Donc vous avez beaucoup de mutuelles, de banques, d'assurances, voilà. Donc toute cette population et acteurs de la santé qui sont plutôt dans le champ de la mutualité et qui perdurent et qui croissent même pour répondre entre autres à un besoin de notre territoire, mais qui se vérifie dans les autres territoires, qui est lié au vieillissement de la population, donc les questions de besoins en santé, accompagnement au maintien à domicile, etc. Et puis vous avez aussi, et ça rejoint cette dynamique entrepreneuriale portée par la jeunesse, une envie d'une partie de la jeunesse d'entreprendre avec de l'impact, avec du sens, j'utilise des mots un peu valises, et qui se dirige plutôt vers une forme d'entreprendre sous forme associative. Ça ne veut pas dire que demain, ils iront pas vers d'autres choses, en particulier quelque chose que je soutiens ardemment, que sont les coopératives d'activité et d'emploi. Mais voilà, on voit cette évolution-là. Et pour terminer sur le sujet de l'impact des crises, comme tous les territoires urbains, donc à part le sujet de l'ubérisation et le sujet de la construction, il y a quand même, et on le voit dans les premiers chiffres de l'OCDE, peut-être ça se cache aussi derrière les chiffres de l'INSEE, un sujet autour de l'accompagnement de la dynamique industrielle. On est sur un bassin de vie particulier avec entre autres un territoire assez emblématique qui est la vallée de la Chimie, mais d'autres territoires qui font moins parler d'eux, donc de grosses zones industrielles. Je pense en particulier à Chassieux et Saint-Priest, Mi-Plaine, où on a non seulement un maintien, mais aussi un regain d'activité, et qui, je rejoins
Monsieur Mutrici, en tout cas, mais je le dirai dans ma deuxième intervention, sont fortement accompagnés par des politiques publiques locales pour croître, parce que ça permet d'abaisser l'empreinte matérielle de l'économie de l'Union européenne et de la France. C'est pas un sujet de relocalisation, c'est bien un sujet d'abaisser l'empreinte matérielle de l'économie, dit autrement, en fait, de favoriser des achats locaux entre acteurs productifs. Merci beaucoup. Alors, peut-être rebondir sur la question de l'économie sociale et solidaire et le rôle qu'elle peut jouer aujourd'hui dans l'économie du Grand Lyon. Et en particulier, Armelle, est-ce que vous pourriez développer un peu les questions de profil? Oui, volontiers. Merci pour l'invitation. Alors, je représente une association qui, du coup, intervient sur le département du Rhône et la métropole de Lyon et qui, du coup, fait partie des réseaux nationaux, donc France Active et le réseau Initiative France. Et à ce titre-là, en fait, nos interventions, en fait, vont en faveur de tout entrepreneur qui souhaite créer ou développer son entreprise, que ce soit un artisan, un commerçant, une start-up, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et peu importe le statut juridique. Mais pour autant, on s'aperçoit quand même qu'on tend plus vers des sociétés et des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont, on va dire, le cœur, on va dire, des structures que nous accompagnons. Je vous dis ça parce que le fait d'intervenir, en fait, auprès de tout entrepreneur et aussi de lui permettre d'accéder à un prêt bancaire dans de bonnes conditions, parce que nous sommes un réseau d'accompagnement et de financement, forcément nous positionne aussi auprès d'un public et d'un profil d'entrepreneurs, notamment les femmes. Aujourd'hui, nous accompagnons, alors c'est à peu près 250 entreprises financées à travers RDI chaque année, et plus de 40% sont des femmes qui entreprennent. Plus de 60% sont des demandeurs d'emploi. Et en fait, historiquement, nos réseaux nationaux ont réfléchi à des solutions de financement et notamment des garanties sur emprunt bancaire qui sont dédiées sur ces publics-là qui, du coup, avaient des difficultés à entreprendre et à convaincre des banques. Donc, historiquement, voilà, ces profils, femmes, demandeurs d'emploi, nous y sommes plus fortement. À cela s'ajoutent les jeunes, ça a été largement cité. Et effectivement, les moins de 30 ans, aujourd'hui, représentent près de 30% des entrepreneurs que nous accompagnons. Et notre réseau national France Active avait réalisé une étude il y a 2-3 ans pour effectivement mettre en avant un peu les motivations de ces jeunes à l'entrepreneuriat. Alors déjà, 1 sur 2 souhaitait entreprendre. Voilà. Et leur motivation était autour, bien sûr, du désir d'indépendance, ça a été dit, évidemment. Le fait de créer son emploi et de gagner de l'argent. Ça, c'était plutôt leur motivation pour eux-mêmes, mais aussi des motivations pour les autres. Et ça rejoint le discours d'Emeline Baum, puisque la plupart d'entre eux citaient effectivement comme motivation d'entreprendre à la fois pour avoir un impact social, un impact environnemental, mais aussi pour entreprendre à plusieurs et associer des salariés dans la décision de leur entreprise. Donc on voit bien en fait que l'économie sociale et solidaire, du coup, est un peu au cœur. Et effectivement, pour les jeunes aujourd'hui, en tout cas, cette envie d'entreprendre, elle est peut-être un peu différente de ce qu'ont pu vivre certains par le passé. Et puis après, pour les jeunes, il y a quand même le statut d'étudiant entrepreneur aujourd'hui qui favorise aussi le fait d'entreprendre plus rapidement et finalement de ne pas passer par la case salariat et de faire ses études et derrière tout de suite d'entreprendre. On en voit de plus en plus. Et les cursus qui sont proposés au sein des universités aujourd'hui, effectivement, peuvent justement apporter cela. Voilà sur le profil des entrepreneurs, mais ça me semblait important en tout cas d'y revenir. Et sur le profil des entreprises, vous dire aussi que ce qu'on constate, c'est que les sociétés, évidemment, sont les plus importantes. Alors nous, on est peu finalement touchés par le statut d'auto-entrepreneur parce qu'aujourd'hui, on cherche en fait à accompagner des entrepreneurs qui créent leur emploi à plein temps et qui vont aller chercher un prêt bancaire. Et du coup, on se retrouve avec très peu de personnes finalement qui sont dans ce champ-là. Par contre, les micro-entrepreneurs, on peut les voir 1 an, 2 ans après. Ils ont testé leur activité et du coup vont changer de statut et vont avoir de nouveaux besoins de financement et vont vouloir développer leur entreprise et créer des emplois. Et c'est plutôt à ce moment-là qu'on les voit.
Voilà. Et puis, ce qui n'a peut-être pas été dit, c'est qu'on est effectivement sur la création d'entreprises, mais aussi sur la reprise d'entreprises. Aujourd'hui, la reprise, elle prend le pas. Alors, elle prend le pas encore, on n'est pas encore à... Nous, on est à plus de 40% d'entrepreneurs qui reprennent une entreprise, mais parce que de nombreux dirigeants partent à la retraite et qu'aujourd'hui, la reprise, c'est aussi un levier pour pérenniser un certain nombre d'entreprises sur nos territoires. Donc là aussi, l'accent est fort. Et sur l'économie sociale et solidaire, donc on en parle, alors on sera plutôt sur des statuts associatifs, coopératifs, des entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire des entreprises commerciales, mais qui vont répondre à un besoin social. Et de plus en plus, effectivement, et notamment des jeunes, s'orientent effectivement sur ce type d'entreprise où finalement l'entreprise de l'économie sociale et solidaire est là pour mettre en avant un certain nombre de valeurs, notamment la solidarité, l'utilité sociale, mais à côté de ça, il y a quand même une performance économique qu'il faut atteindre pour effectivement développer son entreprise. Et je terminerai peut-être juste aussi sur la pérennité des entreprises, puisque ça a été mentionné. Alors, dans nos réseaux d'accompagnement et de financement, évidemment, on prend le temps et on prend le temps nécessaire pour accompagner les entrepreneurs. Et ce qui, du coup, signifie que le taux de pérennité est aussi plus important. Donc, nous, on a 90% de taux de pérennité à 3 ans, même si cette année risque effectivement d'être plus difficile pour un certain nombre d'entreprises. Mais globalement, l'accompagnement effectivement, reste un plus pour les entrepreneurs parce que voilà, c'est aussi une manière de mieux préparer et puis d'être à leur côté dans le cadre de leur développement d'entreprise. Et juste aussi un dernier point sur la crise qu'on vient de passer, puisque on sent bien en fait ces nouvelles tendances aujourd'hui, ces profils qui évoluent, mais aussi beaucoup de personnes qui sont sur des reconversions professionnelles. En fait, on n'a jamais eu autant de personnes qui veulent complètement changer de métier et qui sont prêtes à reprendre leurs études, une formation pour entreprendre sur des métiers d'artisanat et du coup changer de vie, donner du sens à ce qu'ils souhaitent faire. Donc voilà, vraiment les reconversions professionnelles, ça c'est quelque chose qui a apparu depuis cette dernière crise. Voilà un petit peu pour ces éléments. Merci beaucoup. Alors, je voulais peut-être rebondir sur la question des motivations à la création. On distingue dans les enquêtes nationales, en gros, les contraintes économiques ou bien le goût pour entreprendre. Et là, je voulais plutôt interroger à la fois Philippe Mutrici et puis Alain Tranois sur, d'un côté, ce que l'indice entrepreneurial de BPI révèle, ou va révéler demain, c'est ce que j'ai compris. Et puis de l'autre, ce que les travaux de recherche récents nous apprennent sur les motivations et les facteurs de création d'entreprises. Donc je ne sais pas si Philippe... Volontiers. Alors d'abord, je suis un peu gêné parce que Madame Martin m'a piqué mes notes hier soir. Donc tout ce que vous avez dit, je m'apprêtais à le dire. Donc du coup, on va gagner du temps. Ça va me permettre de rebondir, si vous permettez, juste avant de répondre à votre question, sur les propos de Madame Baume, pour dire combien on les partage à BPI France, et notamment 2 propos. Celui sur relocalisation, c'est en fait une nouvelle forme de production beaucoup plus respectueuse des enjeux du climat, de la biodiversité, de l'environnement. Donc ça, c'est un axe majeur de BPI France. Il ne s'agit pas de relocaliser pour relocaliser, il s'agit de trouver des nouvelles organisations de production qui soient à la fois utiles à la société, donc avec des produits dont nous avons besoin pour vivre, et en même temps dans des circuits courts, des approvisionnements beaucoup mieux maîtrisés et une empreinte environnementale aussi faible que possible. Pour vous donner un chiffre, c'est 35 milliards d'euros sur 5 ans déployés par BPI France, rien que sur cet axe climatique et environnementale. Et le deuxième propos sur lequel je voulais rebondir aussi, c'est cette préoccupation sur la fameuse ubérisation de l'économie, dont les aspects négatifs ont été suggérés par Madame Baume. Donc nous avons aussi, nous, un point de vigilance, bien sûr, sur le devenir de ces emplois, ou c'est même pas des emplois en fait, c'est de l'auto-entrepreneuriat précaire.
mais pour autant, tout en rappelant que ça ne concerne pas toutes les créations d'entreprises, puisque dans le million de créations d'entreprises, si on reprend les chiffres de Madame Brouin, sur 10 ans, les entreprises en société ont fait plus de 50%, sur 20 ans, elles ont fait x2. Et donc là, vous n'avez pas ce phénomène d'ubérisation. Le phénomène d'ubérisation, il est dans son volet préoccupation pour les personnes qui vont exercer une activité non salariée et dans la dépendance de plateformes qui les précarisent. C'est à l'intérieur des 6 sur 10 qui sont auto-entrepreneurs. Et on avait une autre statistique de Mme Brouin qui était très intéressante, qui était le devenir de ces auto-entrepreneurs à 3 ans. Et vous voyez bien qu'il y en a un tiers qui ne commence jamais leur activité, un tiers qui la cesse au bout de 3 ans et un tiers seulement qui maintiennent leur activité. Voilà, donc tout ceci est à avoir en tête. Alors ça me permet de faire la transition avec l'indice entrepreneurial des Français. Donc c'est un indice qui a été créé par l'APCE puis l'Agence France Entrepreneur, mais ça c'est pour ceux qui aiment bien faire l'histoire, je suis historien de formation, peu importe. On le développe à BPI France depuis 3 ans, donc on a fait une version en 2021, et effectivement demain sort la version 2023. Donc s'il y a des journalistes dans la salle ou qui nous écoutent, aucun des chiffres que je vais donner aujourd'hui ne correspond à ce qui va être annoncé demain. Je vais vous donner des chiffres ou des grandes tendances, mais rien de précis, puisque tous ces chiffres, les chiffres de demain sont sous embargo, en fait. Je n'ai pas le droit de les révéler. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un Français sur 3 est dans une chaîne entrepreneuriale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne entrepreneuriale? C'est 4 statuts possibles. Et vous êtes dans la salle, peut-être dans un de ces 4 statuts. Soit vous êtes chef d'entreprise, bon, ça c'est clair, vous êtes dans la chaîne entrepreneuriale. Vous pouvez aussi être un ancien chef d'entreprise, c'est-à-dire que vous avez eu une entreprise et vous l'avez vendue, ou vous l'avez transmise, ou vous l'avez arrêtée, parce qu'elle a fait faillite. Là, vous êtes un ex-chef d'entreprise. Vous pouvez être un créateur, donc vous êtes en train de créer votre entreprise, vous avez commencé les démarches, etc. Ou vous pouvez simplement être un intentionniste. C'est-à-dire, vous vous dites, aujourd'hui, je suis salarié ou je suis étudiant, mais mon projet professionnel, c'est de créer une entreprise. Et là, dans ce cas-là, vous êtes intentionniste. Si vous cumulez ces 4 profils et que vous éliminez les doubles comptes, parce que vous pouvez être à la fois chef d'entreprise et avoir l'intention d'en créer une autre. Ou vous pouvez être ex-chef d'entreprise et en racheter une autre. Donc voilà, donc vous pouvez cumuler ces 4 profils, vous éliminez les doubles comptes, et vous avez un Français de plus de 18 ans sur 3 qui est dans la chaîne entrepreneuriale. Donc c'est à ça aussi qu'on mesure la dynamique entrepreneuriale d'un pays. C'est mon premier point. Alors c'est un Français sur 3, mais c'est une femme sur 4. Donc là on a un gender gap qui est important. C'est-à-dire vous avez à peu près 10 points d'écart, entre 23 et 33 à peu près. Donc je ne donne pas encore une fois les chiffres qui sortiront demain. Ce gender gap, il est stable dans ce qu'on sort demain par rapport à il y a 2 ans. Et c'est un jeune sur 2, comme disait Madame Martin, mais même plus qu'un jeune sur 2 dans les chiffres qui vont sortir demain. Et les jeunes, on va surtout les retrouver. Alors les jeunes, c'est les jeunes de moins de 30 ans, ce n'est pas que les étudiants. On va les trouver beaucoup en intentionnistes et en créateurs. Donc, et l'importance de la reprise, comme l'a dit Madame Martin, on la voit aussi très bien, avec un phénomène qui est en train de se produire dans ce tiers de France entrepreneuriale. C'est ce qu'on va appeler les serial entrepreneurs, en bon français, les entrepreneurs qui réentreprennent. Donc c'est un concept, pourquoi le mot est anglais? Parce que ça vient du monde des startups, et donc notamment de la Silicon Valley. Et donc vous avez cette dynamique qui fait que vous allez créer plusieurs entreprises dans votre vie, en gérer parfois plusieurs en même temps, et si vous en cédez ou en arrêtez une, vous en recréez une derrière, voire 2, voire 3, etc. Et donc, au total, ce phénomène d'entreprise à répétition est en train de prendre le pas, et ça explique la montée des reprises, en fait, par rapport à la création qu'on avait appelée ex nihilo de la part d'intentionnistes qui n'avaient aucune expérience entrepreneuriale. Alors, ce qu'on mesure dans cet indice, qui est un outil extrêmement riche, l'édition 2021 qui est disponible sur le site de BPI France Création, vous regardez Observatoire de la création d'entreprise ou vous mettez BPI France Création avec IEF et vous allez tout de suite tomber sur ce que je suis en train de vous raconter. Vous allez voir qu'il y a énormément de facteurs, de population par catégorie de revenus, catégorie de diplômes. On a aussi un focus sur les quartiers prioritaires de la ville,
avec un indice particulier. Et donc, dans le shift il y a de 2021, il y avait un habitant des quartiers sur 5 qui était dans la chaîne entrepreneuriale pour un Français sur 3. Et c'est là un des résultats qui sortira demain, c'est qu'on a un bond spectaculaire dans les quartiers prioritaires de la ville en 2 ans, qu'on va plutôt trouver dans la catégorie des intentionnistes, c'est-à-dire des personnes qui habitent les quartiers et qui se disent « Tiens, finalement, je n'y avais pas pensé, et pourquoi pas créer mon entreprise ?» Alors, dernier mot, c'est sur les motivations. Je crois que c'était la question. Mais les motivations, elles ont déjà été données par Mme Martin, elles ont été données par Mme Brouin aussi. La première motivation, quand on regarde cet indice entrepreneurial sur longue durée, c'est « Je veux devenir mon propre patron ». Voilà. Donc, je suis dans le salariat, j'en ai assez, je veux moi-même diriger ma vie professionnelle. Ça, historiquement, ça a été la première motivation. La seconde, c'était « je veux gagner de l'argent », avec parfois un phénomène déceptif. Et ça ne renvoie pas qu'à l'ubérisation de l'économie. Parce que quand on crée une entreprise, dans les premières années, on a un revenu qui est inférieur, en général, à ce qu'on touchait auparavant quand on était salarié, et en général inférieur d'ailleurs, largement inférieur à la moyenne des revenus français, ou des revenus du salariat. La troisième motivation, c'est « je veux réaliser un rêve ». Et la quatrième motivation, c'est « je veux exercer une activité conforme à mes valeurs ». Donc vous voyez qu'il y avait les deux historiques en tête, c'était indépendance et gagner sa vie. Et derrière, vous aviez des motivations un peu plus, je dirais, sociétales, conformes aux aspirations de la population d'aujourd'hui, plus soucieuses de l'environnement, plus soucieuses d'un certain nombre de facteurs d'égalité, etc., de réaliser un rêve conforme à mes valeurs. Et dans l'indice qui sort demain, même si je ne peux pas donner le résultat, vous imaginez que cet ordre est en train de changer. Si je passe mon temps à détailler que c'était avant gagner de l'argent et être indépendant, c'est que vous voyez que les deux derniers que j'ai cités aujourd'hui sont en train de passer devant. Voilà pour ce qui est des motivations entrepreneuriales, très rapidement dit. Juste un dernier mot, parce que c'est important, on interroge dans la catégorie chef d'entreprise, donc ceux qui aujourd'hui sont chefs d'entreprise dans l'activité, on leur demande s'ils ont créé leur entreprise par nécessité, parce qu'ils n'avaient aucune autre solution pour gagner de l'argent. Ça n'est que 6%. Tous les items que je vous ai cités, être indépendant, réaliser son rêve, c'est 23-25%. Il y a 3 réponses possibles, 3 motivations possibles, donc le total est supérieur à 100. Mais pour vous donner l'ordre de grandeur, on est vraiment quasiment au quart sur les principales motivations, en tout cas on est supérieur à 20%, alors que pour l'entrepreneur par nécessité, qui n'a vraiment pas d'autre choix, et qui d'ailleurs aura peut-être besoin d'être accompagné encore plus que les autres, je souscris tout à fait aux propos de Mme Martin sur l'importance de l'accompagnement et pour vous donner un chiffre, BPI France, à travers tous les réseaux qu'on soutient, et notamment France Active, on accompagne 150 000 créateurs par an. Par rapport aux millions, c'est pas assez, mais on sait bien que ces 150 000 créateurs ont beaucoup plus de chances de succès. Et donc, je reviens juste sur mon chiffre, c'est 6% seulement qui sont des entrepreneurs par nécessité. Alors, c'est peut-être trop encore, mais ce n'est pas du tout ce que la plupart des commentateurs ont en tête en se disant qu'aujourd'hui, si on crée une entreprise, c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix possible. Là, j'avais plus une question pour aller un peu plus loin sur la question des motivations, à savoir que ce qui ressort, c'est quand même le goût d'entreprendre et la volonté de créer son entreprise, d'être indépendant, qui aujourd'hui prédomine, si j'ai bien compris. Et donc là, j'aurais une question qui s'adresse donc à Alain, sur l'état de l'art en matière de la recherche, sur les déterminants de la création d'entreprise, et en particulier sur l'aversion au risque, parce que pour entreprendre, il faut donc, en général, la littérature soutient le fait que l'aversion au risque est un moteur, la non-aversion, pardon, est un moteur de la création, et sur ce point, est-ce qu'éventuellement tu pourrais nous éclairer sur ce que dit aujourd'hui les travaux les plus récents? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Il y a effectivement une sorte de paradoxe qui est le fait que la plupart quand on interroge la plupart des personnes, que ce soit en France ou dans d'autres pays, les gens expriment toujours une certaine aversion au risque. Donc ils cherchent à fuir le risque. Et a priori, et je vais donner des détails un petit peu chiffrés sur le fait que l'activité entrepreneuriale, c'est une activité risquée.
Donc, avec les chiffres qui ont été donnés par Philippe Nutricide, c'est un petit peu paradoxal, quelque part, de se dire qu'il y a 30% des gens qui sont en tout cas liés à l'entrepreneuriat, alors même que c'est une activité risquée et que la proportion de gens qui auraient vraiment le goût du risque est a priori peut-être de l'ordre de 10%, donc il y a quelque part là un hiatus. Et ce hiatus, les économistes s'y sont intéressés depuis assez longtemps. Il y a un économiste britannique qui s'appelle Frank Knight, qui a donc inventé en fait la notion d'incertitude, en disant que l'entrepreneur il ferait face à l'incertitude, qui doit être distingué du risque. Le risque, c'est quelque chose que vous pouvez quelque part probabiliser. Lorsque, par exemple, vous jouez à une loterie, etc., quelque part, il y a des lois de probabilité derrière, alors que lorsque vous lancez sur une activité, sur un nouveau produit, sur un nouveau marché, lorsque vous êtes c'est votre première entreprise, eh bien, il y aura forcément des facteurs que vous n'aurez pas prévus, il y aura des accidents de paiement de la part de vos clients, etc. Donc, il y a une incertitude qui n'est pas forcément probabilisable. Et donc, Frank Knight disait que finalement, étant donné que le capitalisme repose sur l'entrepreneuriat, s'il n'y avait pas d'entrepreneur, il n'y aurait pas de capitalisme, eh bien, il y a un peu un paradoxe et que quelque part, le rôle de l'entrepreneur, c'est d'encaisser finalement une partie de l'incertitude économique. Alors, il y a un article dans Journal of Political Economy de 2015 de Anna Villamil et d'autres chercheurs qui essaient de travailler sur ce paradoxe et qui montrent que, effectivement, l'activité entrepreneuriale est une activité vraiment risquée, mais qu'en même temps, ça ne veut pas dire que si vous devenez entrepreneur, vous avez un très fort goût du risque. Au contraire, vous allez chasser le risque, vous allez faire tout ce qui est possible pour minimiser ce risque. Et je vais le détailler un petit peu le raisonnement en m'appuyant sur cet article qui raisonne sur la structure financière de l'entreprise. Alors d'abord, quelques chiffres qui concernent la plupart du temps les États-Unis, mais il y a un chiffre qui concerne aussi la France, c'est d'abord le risque de défaut, le risque de faillite de l'entreprise annuel. Donc aux États-Unis, c'est 3,5%, enfin pour les petites entreprises, c'est 3,5%, en France c'est 4,5%, selon une étude qui a une dizaine d'années. Donc ça veut dire grosso modo une entreprise sur 20, petite entreprise sur 20 qui a été créée il y a quelques années, qui disparaît. C'est donc un risque important. Alors ensuite, il y a une autre mesure de risque, c'est qu'est-ce que l'entrepreneur perd? Eh bien, aux États-Unis, il y a 12% des petites entreprises qui, au cours de cette faillite, perdent 20% de leur capital investi. Il y en a 7% qui perdent 40%, il y en a 4% qui perdent 100%. Ensuite, quand on regarde quel est le montant qui a été investi de richesse, les entrepreneurs peuvent ne pas avoir de capitaux propres, peuvent ne pas avoir de capital en dehors de ce qu'ils mettent dans l'entreprise, mais en général, ils ont quand même certaines richesses qui peuvent mettre dans l'entreprise. Et aux États-Unis, donc, l'entrepreneur médian, donc celui qui est juste, qui sépare la population en deux, eh bien, il consacre 21% de sa fortune personnelle qu'il met dans l'entreprise. Mais vous avez quand même 25% qui en mettent 40% et 11% qui en mettent 60%. Donc, il y a une prise de risque par ce fait qu'on met une partie de ces moyens financiers initiaux dans l'entreprise. Ensuite, en général, ce n'est pas le cas tout le temps, mais les entrepreneurs travaillent dans leur entreprise. Et donc, c'est à peu près entre 85 et 90% qui travaillent dans l'entreprise, ce qui veut dire que si l'entreprise fait faillite, ils perdent en même temps, peut-être comme je viens de l'indiquer, une partie de leur capital initial qu'ils avaient investi dans l'entreprise. Ils perdent peut-être
et certainement une réputation, une possibilité d'emprunter, par exemple, sur le marché bancaire. Ce sera plus difficile pour eux, mais ils vont perdre immédiatement leur travail. Donc, ce qui fait beaucoup. Et le dernier indicateur de risque, c'est que quand on regarde annuellement quelle est la valeur de l'entreprise nette, donc la valeur des actifs nets des dettes, eh bien aux États-Unis, il y a pour 21% des sociétés, elle est négative. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans l'année qui va se dérouler, il faut soit que le chef d'entreprise réinjecte de l'argent dans son entreprise, soit qu'il trouve des actionnaires, soit qu'il y ait des abandons de créances de la part d'un certain nombre de créanciers. Donc vous voyez, tous ces facteurs indiquent bien que ce n'est pas du tout une nouvelle, mais c'est que cette activité entrepreneuriale, c'est une activité risquée. Alors évidemment, il y aura, bien sûr, il y a la promesse peut-être, effectivement, qui se réalise pour certains de devenir, d'avoir une aventure extrêmement, une réussite entrepreneuriale exemplaire, et en particulier en termes d'argent gagné ou en termes de valorisation de la société. Donc, tous les entretiens qui ont été réalisés indiquent que quand on présente ce tableau aux entrepreneurs, ils disent « j'en suis parfaitement conscient et je fais tout ce qui est possible pour réduire les risques ». Donc en fait, une grande partie vous savez que les entrepreneurs travaillent beaucoup, ça n'a pas été mentionné, mais c'est souvent des gens qui travaillent plus que les salariés. Eh bien, c'est une grande partie de ce surtravail est due justement à, par exemple, contrôler l'activité des salariés, à bien s'assurer que les clients vont payer, à téléphoner aux fournisseurs pour que les matières premières ou les produits semi-finis qui vont rentrer dans le processus de production arrivent à temps, etc. Donc il y a toute une activité, puis à téléphoner à son banquier pour le rassurer, pour qu'il n'interrompe pas les lignes de crédit sans prévenir, etc. Donc tout ceci crée un stress très important, mais ce stress qui est utilisé pour essayer de justement contrôler ce risque. Alors, une indication du fait que justement, une sorte de preuve, parce que ça c'est ce que les gens disent, non, je n'ai pas le goût du risque, j'essaie de tout faire pour le minimiser, et il y a une autre indication, c'est la structure financière de l'entreprise. Donc, ces économistes ont travaillé pour essayer de réfléchir quelle était finalement la structure financière qui permettrait de réduire le risque au minimum. Et la première stratégie, c'est on peut chercher à développer très très rapidement son entreprise, on peut chercher à la développer d'une façon modérée. Alors certains veulent la développer très rapidement, s'ils développent très rapidement, évidemment c'est effectivement plus risqué. Il y a donc beaucoup d'entrepreneurs qui ont une stratégie en disant je vais m'orienter d'abord sur une stratégie d'une taille relativement réduite de l'entreprise. Deuxième choix, c'est en termes de structure financière. Est-ce que je choisis de m'endetter beaucoup ou pas? Alors on pourrait se dire, s'endetter beaucoup, c'est effectivement très risqué. Mais si on s'endette beaucoup aussi, ça veut dire qu'on va mettre relativement peu de capitaux propres initialement dans l'entreprise. Ce qui veut dire qu'on garde une possibilité de renflouer l'entreprise si elle en a besoin. J'ai indiqué que 21% des entreprises américaines avaient chaque année un besoin de capital nouveau. C'est d'être capable, lorsqu'il y a une menace de défaut, eh bien, de dire je vais à ce moment-là choisir en toute connaissance de cause, soit remettre de l'argent dans l'entreprise en sachant mieux qu'initialement si c'est une entreprise viable, ou bien au contraire de dire bon, j'ai compris maintenant, je ne l'avais pas compris au début, mais j'ai compris maintenant qu'il y avait des difficultés que je n'avais pas anticipées et que peut-être mon modèle n'est pas totalement viable, eh bien à ce moment-là, je choisis le défaut. Et donc, cette vision qui est de chef d'entreprise qui choisit une structure financière qui est la plus adaptée pour réduire au total sur la durée de vie de l'entreprise le risque pour eux, eh bien c'est effectivement
ce qui est observé aux États-Unis sur les données. Et donc ça, c'est pour bien traduire le fait qu'il y a un paradoxe, mais ce paradoxe, c'est le fait qu'ils savent qu'il y a un risque important, ils travaillent pour le réduire, et ils choisissent une structure financière pour réduire les risques pour leurs finances personnelles. Alors maintenant, il y a un autre thème qui peut être développé, qui est intéressant, c'est la création d'entreprises et l'âge. Je ne sais pas si tu veux que je continue ou pas. Volontiers, mais on a un peu pris par le temps. Donc peut-être que moi, ce que je propose, c'est que donc là, on identifie bien un facteur ambigu qui est celui de la gestion du risque et de l'aversion au risque au niveau individuel. Et là, j'aimerais qu'on passe aux politiques publiques. Donc comment, en fait, quel est le rôle des politiques publiques dans l'accompagnement à la création, dans la gestion du risque, et à plusieurs niveaux. Donc si vous en êtes d'accord, est-ce qu'on pourrait, dans un premier temps, regarder ce que font les politiques publiques comment les politiques publiques favorisent la création d'entreprises et dans quel objectif. Donc je ne sais pas si BPI, Philippe, vous pouvez intervenir là-dessus, en sachant qu'après, il y aura peut-être des éléments un peu plus... encore des éléments de recherche qui seront évoqués, avant de passer à vraiment une approche concrète au niveau du territoire. Voilà. Je vais très vite, parce que c'est ma troisième prise de parole. Oui, bien sûr, les politiques publiques, elles sont importantes pour accompagner cette dynamique entrepreneuriale. Donc, c'est un ensemble de politiques publiques. C'est les villes, les communautés d'agglomération, c'est tout le tissu de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi les fédérations de chaînes d'entreprise, c'est les chambres de commerce. Enfin, vous voyez, je ne vais pas faire toute la liste. Et alors, à l'intérieur de tout ça, il y a BPI France. Nous, notre particularité, et je ne mentionnerai que ça, c'est d'apporter des financements. Alors, on a 27 réseaux partenaires, dont France Active, ADI, je ne vais pas tous les citer, il y en a 27 au total. Ça fait 150 000 créateurs accompagnés par an. C'est à peu près 100 millions de prêts d'honneur qui sont accordés à ces créateurs. L'objectif, c'est de doubler en 5 ans ces moyens, donc à la fois au niveau des financements et au niveau de nombre de créateurs accompagnés. On a un plan qui se déploie en particulier dans les quartiers, que j'ai mentionné tout à l'heure dans l'indice entrepreneurial, avec des actions qui sont renforcées dans les quartiers pour stimuler l'entrepreneuriat. On a vu tout à l'heure qu'il était en retard par rapport à la moyenne française. Et surtout, renforcer l'accompagnement pour éviter d'envoyer vers la création d'entreprises des populations qui n'auraient pas suffisamment de connaissances du sujet. Alors, cela étant, être entrepreneur ne nécessite pas d'avoir des diplômes. Aucune étude ne démontre ça. La part de non-diplômés dans les entrepreneurs est très élevée. En revanche, entrepreneur nécessite bien de comprendre tous les mécanismes que M. Tranois a expliqués, c'est-à-dire l'analyse des risques. Cette analyse des risques, elle est fondamentale dans l'entrepreneuriat. Alors, il n'y a pas que l'entrepreneuriat qui est risqué. Je pense que faire de la politique, ça peut être risqué aussi. S'engager dans des associations, faire des sports extrêmes, sportifs de haut niveau. Je ne pense pas qu'il y ait d'activité humaine qui soit dénuée de risques. Ce qui est particulier dans l'entrepreneuriat, c'est que le risque va directement toucher le paramètre financier, le niveau de vie et le patrimoine. Et donc, effectivement, nécessité de bien comprendre comment l'entreprise fonctionne et de bien comprendre comment on peut retirer tous les bénéfices financiers, se protéger des faillites, tout en ayant tout le bénéfice non financier qui va être la contribution, le sentiment de contribuer à apporter des solutions, le sentiment d'être utile, le sentiment très positif chez les chefs d'entreprise qui embauchent, satisfaction d'avoir des salariés, de contribuer à leur épanouissement, etc. etc. Mais j'en dirai pas plus pour laisser la parole à mes partenaires de table ronde. Alors là, j'aimerais plutôt aborder la question des enjeux de la transition écologique et de la réindustrialisation, et plus m'adresser à Emeline Baume et Armelle Martin. Dans un premier temps, comment, au niveau du Grand Lyon, vous réconciliez ces objectifs et comment vous, ou pas, vous accompagnez la création d'entreprises en général et en particulier dans ces secteurs de... Pardon.
Comme l'a dit Monsieur Mutrici, la plupart des territoires en France ont, au regard, je fais un peu d'éducation à la citoyenneté, mais c'est important, de la compétence qu'ont les intercommunalités, et ici c'est la métropole de Lyon, la compétence développement économique. Derrière le mot développement économique, il y a toujours une brique dans les politiques publiques qui est l'accompagnement à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire comment un territoire qui connaît bien ses enjeux et en termes de réponse aux besoins des habitantes et habitants, maintien, structuration de certaines filières d'activité économique qui correspondent aussi aux besoins des habitants, mais aussi fragilité, et c'est là qu'en général on intervient. Donc les fragilités ici sur ce territoire, elles sont assez classiques mais importantes vu les enjeux de viabilité environnementale de nos économies. C'est le sujet de l'accès à l'immobilier derrière le sujet du foncier. Donc en général, les collectivités et en particulier la métropole de Lyon, on facilite la sortie de terre, je caricature, mais de pépinières, d'hôtels d'entreprise, mais aussi, et c'est nouveau et c'est important, parce que ça témoigne aussi de l'envie d'agir des habitantes et des habitants et de la réalité de l'économie, des pôles de coopération, c'est-à-dire concrètement ce sont des bâtiments où une dizaine ou une petite centaine d'acteurs d'une même filière se regroupent ensemble pour mutualiser des outils de production, mais aussi pour acheter ensemble. Je pense en particulier un lieu qui est tout à fait visitable ici, qui s'appelle Le Grand Plateau, donc qui est le lieu totem de la filière mobilité active qui se situe à Carhaix-de-Soie. Il y a un deuxième lieu qui va sortir de terre pour la filière textile, un petit peu derrière aussi, dans les ex-bâtiments Thyssen à Carhaix-de-Soie, donc c'est la limite Vaux-en-Velin-Villeurbanne. Et 2 autres pôles de coopération autour des filières alimentaires qui sortent aussi de terre. Deuxième sujet, on a le sujet, ça a été dit, de l'accès au financement, parce que certes, il y a une action européenne et nationale, puisque les organismes bancaires ne suivent pas toujours, et pas toujours à certains moments, de ce qu'on appelle l'anté ou la post-création. Et donc, on est sur un territoire qui fait le choix d'utiliser 2, en tout cas, accès particulier au financement. Un qui parle plutôt aux acteurs productifs, aux industriels, dans ce qu'on appelle la phase d'amorçage. L'amorçage, pour faire très simple, c'est vous avez votre idée, vous avez fait le prototype, mais vous n'avez pas fait votre première série, donc vous n'êtes pas encore en croissance. Et donc, on a créé un fonds d'amorçage industriel à impact. Derrière le mot impact, c'est-à-dire qu'on a une grille d'évaluation du positionnement de l'entreprise pour répondre aux besoins des habitantes et habitants, abaisser l'empreinte matérielle de l'économie et aussi être inclusif, pour faire très simple. Et ça, on le coporte, c'est important de le dire, parce que, on est le premier fonds d'amorçage industriel à impact en France, et on le coporte 2 territoires, la métropole de Saint-Étienne et la métropole de Lyon. Pourquoi ? Parce qu'on a un passé en commun autour de l'industrie, et aussi parce que on souhaite vraiment que ça se situe sur ces bassins de vie-là et participer au desserrement de la métropole de Lyon. Comme vous le savez, depuis des années, les métropoles en général en France urbaine ont fait le choix de tout concentrer sur leur zone centre, alors qu'on sait très bien que pour entreprendre, nous sommes des êtres humains, on a des familles, des foyers, donc on a besoin de se loger. Et pour répondre à ce problème, cette tension sur le logement et l'habitat, une des solutions, c'est pas la solution, mais c'est d'avoir des métropoles multipolaires avec des vrais bassins de vie qui se tiennent. Voilà. Le 4e sujet, c'est le sujet d'accompagnement sur, une fois qu'on est en croissance, la capacité à travailler ce qu'on appelle son entrepreneuriat, son employabilité, pardon. C'est-à-dire, vous l'avez un peu dit, je crois, il me semble, Monsieur Mutrici, sur la fin de votre propos, le fait de dire, voilà, ok, ça y est, je suis rentable, j'ai une forme de pérennité, j'ai besoin de collaboratrices, collaborateurs. Comment je fais pour embaucher juste et bien et en proximité? C'est-à-dire arrêter d'imaginer que je vais avoir le salarié idéal, mais plutôt regarder là, au plus proche de chez moi, comment je me pose la question d'embaucher dans mon quartier, d'embaucher quelqu'un en situation de handicap, d'embaucher, j'insiste souvent lourdement là-dessus, mais on a les conséquences de la loi retraite et on a un vrai sujet autour de l'accès à l'emploi et la pérennité du salariat pour celles et ceux qui auront plus de 55 ans. Il y a la question des femmes aussi, il y a la question des migrants, ça n'a pas été amené, donc je l'amène aussi en termes de sociologie, celles et ceux qui sont sur nos territoires, qui ont
des talents, de l'expertise et qui ont envie de le mettre à la disposition des organisations. Et donc, vous êtes sur un territoire, la métropole de Lyon, qui porte des solutions sur ces 4 sujets-là. Dernier rapproche que je voulais illustrer aussi, dans ce sujet d'accompagner l'abaissement de l'empreinte matérielle de l'économie sur le territoire, on fait aussi des tests. Et donc, je suis une élue qui est arrivée en disant, voilà, moi je veux accompagner celles et ceux qui, c'est Monsieur Verlac qui a parlé d'innovation, qui apportent des vraies solutions pour circulariser notre économie. Quand on parle d'économie circulaire, souvent on pense recyclage matière, on ne pense pas nécessairement réparation, on ne pense pas nécessairement réemploi, remanufacture ou rétrofit. Il se trouve qu'on est sur un territoire avec l'école centrale, avec l'INSA, mais aussi avec les universités, mais aussi avec des hommes et des femmes qui ont spontanément du talent et de l'envie d'agir, une envie de faire. Et on a créé un programme entrepreneurial qui s'appelle Les Boucles, pour faire écho justement à cette économie circulaire, avec un incubateur social qui est Rhône-Alpia, avec un gros porteur du recyclage qui est Suez, et aussi donc un territoire, la métropole de Lyon, qui s'engage, donc qui met de l'argent, mais qui met aussi du temps femme, du temps homme, donc de l'ingénierie de projet, pour accompagner en émergence et en croissance, en développement, celles et ceux qui sont porteurs de solutions sur le territoire. Voilà. Je termine sur le fait de dire qu'il me semble que ce sujet des dynamiques entrepreneuriales, à mon avis, c'est qu'un avis personnel, hein, je n'ai pas la hauteur de vue, en tout cas des trois des intervenants dans cette table ronde, ça ne fonctionnera que quand on se situera sur ce qu'on appelle la mezzoéconomie, c'est-à-dire, voilà, on se met à l'échelle du territoire. Le territoire, c'est pas forcément, en termes économiques, la métropole de Lyon, les frontières administratives de la métropole de Lyon. Ça se joue à l'échelle de ce qu'on appelle le carré métropolitain, c'est-à-dire, pour faire simple, c'est Roanne, Saint-Étienne, Vienne, l'île d'Abo, Bourgoin-Jallieu, Bourg. Et ça, c'est l'échelle de travail de 2 outils de coopération territoriale. Un que je copilote qui s'appelle l'Agence de développement économique de la région lyonnaise, l'ADERLI, et un autre outil de planification et d'aménagement du territoire qui est l'agence, excusez-moi, Urba-Lyon, je sais même plus, l'agence d'urbanisme de Lyon. Et c'est important, c'est le message que je voulais passer. En fait, cette échelle territoriale, elle est importante parce que c'est l'échelle où on mobilise les outils autour de la structuration des infrastructures de mobilité, la structuration des réponses à cette urgence en termes d'habitat, de logement, mais aussi parce que la métropole de Lyon, on est un département, et ça, peu de jeunes et d'hommes et de femmes le savent, on porte les politiques publiques sociales que sont les politiques publiques d'insertion par l'activité économique, d'aide sociale à l'enfance, d'accompagnement au vieillissement et au handicap. Et c'est pour ça, en tant qu'élu local, que je pense que le territoire d'intervention, enfin la maille d'intervention territoire aire urbaine lyonnaise est essentielle, parce que c'est là où on peut avoir, entre guillemets, c'est pas très joli, mais le retour sur investissement du croisement des politiques publiques, et qu'on voit comment la jeunesse peut, j'ai envie de dire, s'intégrer, s'émanciper, se réaliser, mais aussi garder une mixité de population, donc des familles, des foyers, accompagner les hommes et les femmes dans leur fin de vie, et avoir un tissu cohérent, voilà, et stable. Merci beaucoup. Alors moi, je voulais un petit peu revenir sur les aspects théoriques qui ont été récemment abordés, à savoir, à un niveau, pour le coup, revenir à un niveau plus macro, plus agrégé. Qu'est-ce que nous apprennent aujourd'hui les travaux récents, toujours, sur le rôle des politiques publiques dans le développement de l'entrepreneuriat et la création d'entreprises? Alors, je ne sais pas si Alain vous dit... Je peux commencer. Donc, je pense qu'il est important de revenir sur quelque chose qui a été dit assez longuement. C'est le fait que l'entrepreneuriat, c'est d'abord une expérimentation, donc qui est marquée par un processus d'incertitude. Et il s'agit pour les entrepreneurs, en fait, de tester une idée, de tester la viabilité d'un projet. Donc, on l'a vu, il y a plusieurs phases, hein, que ce soit la création, le développement et aussi possiblement l'échec d'une entreprise. Donc, ce qu'on voit à un niveau plus macro, c'est le fait qu'il y a un ensemble de facteurs qui doivent permettre les conditions pour toutes ces phases de la création. Donc on distingue dans les travaux
un certain nombre de familles de facteurs, donc je vais essayer d'en énumérer quelques-uns sans pouvoir aller trop dans le détail. Mais on voit par exemple que le cadre réglementaire et administratif peut contribuer à la création et au développement. Donc là, j'entends par exemple à quel point c'est facile ou non de créer une entreprise en termes de coût initial, en termes de nombre de procédures, etc. Et après, même au cours de la vie de l'entreprise, gérer les procédures administratives, etc. Donc ça, c'est ce qui est pour la phase de la création. Mais on voit que même la création est influencée par la possibilité d'échec. Donc dans quelle mesure les politiques ou le cadre réglementaire et administratif va pénaliser ou non l'échec. Donc là, on fait référence au régime d'insolvabilité et de faillite. Donc après, il y a une deuxième famille de politiques qu'on peut évoquer, c'est celle qui conditionne l'accès au marché des entreprises. Donc ça peut être l'accès au marché public, l'accès à l'exportation, la relation avec les grandes entreprises ou l'accès au marché local. Une troisième famille qui a été aussi déjà évoquée, c'est celle du financement, qui est aussi particulièrement importante. Mais après, il y a d'autres familles. Donc, par exemple, l'encadrement de l'innovation et de la propriété intellectuelle, ou plus généralement les compétences entrepreneuriales de la population, donc que ce soit des compétences très générales, ou après des compétences assez spécifiques comme les capacités managériales. Et ça, on voit par exemple quand on regarde à l'échelle internationale qu'en France, ce n'est pas spécifique aux jeunes entreprises, mais en France, il y a un retard sur les compétences managériales. Et après, et ça a déjà été évoqué, mais il y a aussi des facteurs culturels et sociaux. Donc ça, en fait, il faut évoquer le fait qu'il y a un grand nombre de politiques qui gèrent le cadre de politiques publiques, qui définissent le cadre de création et de développement. Donc évidemment, ça n'affecte pas que les jeunes entreprises, mais ce qu'on voit dans nos travaux, c'est que les jeunes entreprises sont particulièrement sensibles à ce cadre-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'incertitude, parce qu'elles sont aussi plus vulnérables dans la phase de développement et de démarrage, par exemple parce qu'elles ont une base de clientèle qui est moins établie, parce qu'elles ont des contraintes financières qui leur sont propres et qui sont particulièrement marquées, parce qu'il y a un manque au début d'expérience pour gérer les problèmes qui peuvent survenir, pour gérer les contraintes administratives, etc. Donc ça, on le voit aussi que c'est particulièrement présent dans certains secteurs. Donc l'effet des politiques est particulièrement marqué dans les secteurs où l'incertitude est la plus forte, donc particulièrement dans les secteurs où l'innovation est forte. Dans une étude récente, on a montré par exemple que toutes ces politiques-là, tout ce cadre-là, a un effet particulièrement marqué dans des secteurs qui sont plus dynamiques, donc les secteurs qui ont une intensité plus forte dans l'utilisation du numérique, donc où il y a un potentiel de croissance et d'innovation qui est fort, mais où les barrières, disons, liées à des politiques défaillantes peuvent être particulièrement marquées. Merci beaucoup. Alors, je voulais juste rappeler le temps. En fait, il nous reste très peu de temps. Je suis désolée. Donc, peut-être, Alain, si en ouverture et en fermeture, tu pouvais nous donner les apports récents de la recherche et ce vers quoi on va. Et j'aimerais quand même maintenir la question initiale qui était si on a une préconisation de politique publique à faire aujourd'hui, chacun en donne une. Et puis ensuite, on voit si on a un petit peu le temps pour quelques questions-réponses, ce dont je doute, mais on va essayer. Voilà. Alors, je voulais juste donc, dire qu'il y a un facteur qui est important, qui est évidemment l'âge. Et la structure démographique d'un pays joue aussi sur le taux de nouveaux entrepreneurs. Et en particulier, on a pu observer que, par exemple, le Japon, qui est dans un processus de vieillissement extrêmement avancé, chaque génération de Japonais, aujourd'hui, sera 35% inférieure à la génération précédente. Bien, ça a un effet très fort sur le taux de renouvellement des entreprises et donc sur le taux d'entrepreneuriat. Et ce vieillissement, il nous menace tous en Europe, parce qu'en Europe, si on prend l'ensemble des pays européens, c'est 25%, 20%, une génération suivante sera moins nombreuse, de l'ordre de 20% par rapport à la génération actuelle. Et donc la France, elle a bénéficié, si on la situe par rapport à ces autres pays, elle a bénéficié d'une structure par âge qui était encore favorable.
Et en particulier, quand on regarde l'évolution de l'entrepreneuriat en Allemagne, en Espagne, en Italie, c'est 3 pays où il y a un déclin démographique relativement prononcé, un taux de fécondité faible. Et ça se retrouve dans les statistiques sur l'évolution de l'entrepreneuriat. La France était encore un pays qui maintenait, qui avait une structure par âge et donc une fécondité relativement importante, proche du taux de renouvellement. Et donc ça, c'était un facteur positif pour la France. Il ne faudrait pas que la France perde cet avantage, pour des tas d'autres raisons également. Je voulais également dire que par rapport à l'âge, il y a le fait qu'une société vieillissante et des firmes vieillissantes, eh bien, elles font monter plus lentement des jeunes vers la structure hiérarchique, et que le fait d'avoir occupé des postes à responsabilité relativement élevés dans une entreprise, eh bien, ça donne une vue plus générale, ça permet de voir quels sont les risques, d'essayer de mieux appréhender ces différents risques, et donc ça permet de mieux gérer les entreprises, une nouvelle entreprise, lorsqu'elle est créée. Et donc une société plus vieillissante, ce sont des entreprises plus rigides et qui ne donnent pas suffisamment leur chance aux nouveaux arrivants, aux jeunes, de monter suffisamment vite d'une manière élevée. Et donc ça sera un handicap après pour la réussite entrepreneuriale de ces jeunes. Il faut accumuler du capital humain dans les entreprises en tant que salarié avant de pouvoir réussir une nouvelle carrière en tant qu'entrepreneur individuel. Et dernier point, si tu me permets, avec la réforme des retraites, il y a, selon les chiffres de l'OCDE, l'année prochaine, 170 000 actifs de plus en France, simplement des gens qui vont être touchés par le recul de l'âge de la retraite. Et donc, peut-être un certain nombre, on peut évidemment souhaiter que les entreprises se rendent compte de la chance qu'elles ont de conserver des salariés expérimentés, mais ce ne sera peut-être pas le cas de toutes les entreprises. Et donc, ça serait intéressant que les pouvoirs publics se penchent sur cette question en disant que faire, comment accompagner ces personnes qui vont être actives 2 fois plus longtemps, enfin avec 2 années de plus, et qui voudraient créer une entreprise. Est-ce que les dispositifs existants sont suffisants? Et on est malheureusement dans une période de ralentissement économique sur, disons, la fin 2023-2024, donc ce ne sera pas une année très très facile pour créer une entreprise. Mais en tout cas, je pense que c'est une question qu'on peut poser aux différents pouvoirs publics et aux différents échelons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors peut-être un tour de table, pour le coup rapide. Chacun proposerait, ou en tous les cas conclurait sur une préconisation assez précise. Et puis ensuite, on voit si on a quand même 5 minutes d'échange avec la salle. Voilà. Moi, je l'ai rapidement dit. En fait, ce que je souhaiterais, c'est qu'on arrive, ça existait par le passé, je peux même le citer, ça s'appelait les CTEF. J'aimerais vraiment qu'on arrive à faire se croiser toutes les interventions publiques. Europe, État, région, et ici la région fait très clairement défaut, et politique publique locale, que ce soit département, métropole, interco, commune, pour adapter par bassin de vie les besoins en termes d'accompagnement à l'entrepreneuriat, d'accompagnement formatif et d'inclusion sociale dans les différentes organisations pour répondre aux besoins du territoire, répondre, comme vous l'avez dit, au marché public, mais aussi répondre aux besoins non couverts. Voilà. Et j'aimerais vraiment qu'on arrive à faire ça. Force est de constater qu'on n'y arrive pas. Armelle, je sais pas si... Du coup, sur le rôle des politiques publiques, bon, il est essentiel. Après, c'est comment peut-être il peut s'articuler effectivement avec d'autres actions, peut-être qui relèvent plus du privé, du monde associatif, et sur lesquelles en fait on est tous en fait
embarqués dans l'entrepreneuriat et comment en fait on donne peut-être un peu plus de sens à tout cela et comment on va plus loin pour alimenter cette dynamique entrepreneuriale. Et peut-être juste un point, nous sur lequel en tout cas on travaille, et une notion qu'on souhaite apporter par rapport à l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat fertile. Pour nous, c'est un terme qui fait sens par rapport à cet entrepreneuriat qui va apporter, enfin en tout cas qui va créer des emplois pérennes sur le territoire, qui va avoir un impact positif sur son environnement et qui va favoriser l'inclusion. Et on a bien envie en fait de travailler là-dessus et avec d'autres acteurs, publics et autres, sur voilà, ce type d'entrepreneuriat. Sur le rôle des politiques publiques, Rudy, si vous avez une préco ou... Oui, alors peut-être pas une préconisation, mais c'est vrai que nous, ce qu'on observe, c'est en France certains points peut-être de faiblesse au niveau des entreprises françaises en général, et qui peut affecter en particulier les jeunes entreprises. Donc on voit par exemple qu'il y a encore un besoin de faire rentrer les entreprises pleinement dans le numérique, dans la transition numérique, parce qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui peut changer le cadre concurrentiel dans lequel les jeunes entreprises interviennent et qui peut en fait favoriser certaines dynamiques qui peut contribuer à des écarts croissants entre des entreprises en réussite qui peuvent prendre des positions dominantes et des entreprises qui sont plus à la traîne. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement important. Après, on l'a déjà évoqué, mais il y a peut-être un retard dans les capacités managériales, des soucis de compétences et d'accès aux compétences en particulier pour les startups qui posent des freins à leur développement. Et enfin, surtout, je pense que là, le point crucial, c'est effectivement de faire entrer toutes les entreprises et de s'appuyer sur les jeunes entreprises pour faire entrer l'économie dans la transition écologique et dans l'inclusivité. D'accord. Écoutez, rapidement, parce que de mon côté, moi, je prolongerais bien les débats de 2 heures. Hein. Je suis complètement en phase avec notre table ronde. Vous êtes un public très sympathique. Alors, je vois quand même qu'il y a des gens qui commencent à partir, donc il faut qu'on arrête. Mais tout ça pour dire que c'était un très, très bon moment passé de mon point de vue. Je voudrais juste préciser quelque chose. À aucun moment, vous n'entendrez BPI France dire qu'il y a une échelle de valeur en France pour dire qu'être entrepreneur, c'est mieux que être salarié, que être retraité, que être fonctionnaire. Jamais on ne dira ça. Et pourtant, le paradoxe, c'est que nous disons qu'il faut plus d'entrepreneurs. Alors, simplement pour illustrer le propos, quand on dit qu'il faut plus d'entrepreneurs, on dit qu'il faudrait 2 fois plus d'entrepreneurs en France. Le taux d'activité en France est de 69%. 69% des Français ont une activité, en âge de travailler, ont une activité professionnelle. Il est de 79% dans les pays nordiques. Un économiste respecté et reconnu, Patrick Artus, dit que si on avait le taux d'activité des pays nordiques, il n'y aurait plus de déficit en France. Vous imaginez une France sans déficit public, sans déficit de la sécurité sociale, sans déficit de l'hôpital, etc. Et donc, c'est 10 points d'activité qu'il faut aller chercher. Et l'entrepreneuriat est une des solutions. Ce n'est pas que la solution, il y en a d'autres. Il y a l'emploi des seniors, il y a l'emploi des femmes, il y a l'emploi des jeunes, pour faciliter leur accès au marché du travail, bien sûr. Et donc, l'entrepreneuriat est une des solutions. Et je rajouterai, ça va peut-être vous surprendre en cette fin de débat, une position très spécifique de BPI France sur les politiques publiques, c'est que nous disons qu'il faut aussi plus d'immigrés. Donc, on a sorti une étude en 2 volets en juin et en septembre, un pavé qu'on a acheté dans la mare, en disant c'est pas que les métiers en tension, c'est aussi tous les métiers industriels et il faudrait revoir la politique d'immigration en France. Vous l'avez abordé, je crois, rapidement sur les migrants. On est complètement dans cette ligne et sinon, nous n'arriverons pas à sauver notre modèle social. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.